Salut tout le monde, j'aimerais juste vous préciser que cette vidéo ne peut pas se substituer à un cours, on n'est pas professeur, donc quoi qu'il en soit, notre approche du sujet restera partielle. Bref, on passe à la vidéo. Première partie, le consulat, de 1799 à 1804, le retour à l'ordre et à la paix, la révolution est finie, avec une question, Napoléon Bonaparte est-il le fossoyeur ou le continuateur de la révolution? Quelle a été sa véritable influence en Europe? A. Un régime autoritaire. Notre dernière vidéo s'est terminée sur le coup d'état du 9 novembre 1799, qu'on appelle plus communément le coup d'état du 18 Brumaire. Après ce coup d'état que nous n'aurons pas le loisir de détailler, Bonaparte fait adopter par plébiscite la constitution de l'an 8 qui fonde le consulat. La République est maintenue en apparence. Il y a une séparation des pouvoirs, le suffrage universel et des votes par plébiscite. C'est-à-dire qu'on demande au peuple s'il est d'accord sur un sujet ou sur une loi, et il peut répondre en votant pour oui ou par non. Mais en réalité, ça reste un régime exécutif fort. Le gouvernement est dirigé par le premier consul, qui est élu pour 10 ans et qui est prépondérant sur les deux autres consuls. Le pouvoir législatif est divisé en 4 chambres, mais leurs pouvoirs sont limités. Le peuple ne peut désigner que des notables, parmi lesquels le premier consul choisit les membres des assemblées, les représentants départementaux et les maires. Les juges aussi sont nommés par Bonaparte. Le pouvoir est donc clairement centralisé. Les administrations départementales sont surveillées par Bonaparte, par l'intermédiaire des préfets. Malgré l'aspect autoritaire du consulat, le régime est populaire. Et ça c'est pour une raison qui est assez simple, c'est grâce à la figure de Bonaparte. Il sort tout juste de ses campagnes d'Italie qui sont victorieuses, il est auréolé de succès, et il arrive à signer la paix avec l'Autriche en 1801 et avec l'Angleterre en 1802. Il fait bientôt adopter par plébiscite la constitution de l'an 10, qui le nomme consul à vie et qui réduit le pouvoir de l'Assemblée. Enfin, Bonaparte se fait proclamer empereur héréditaire des Français, à nouveau par plébiscite, sous le nom de Napoléon Ier. Le sacre a lieu à Paris, dans l'église de Notre-Dame, le 2 décembre 1804. B. Qui assure l'ordre et la paix civile grâce aux masses de granit. Quelques précisions sur le régime de Napoléon. Bonaparte garantit la tolérance et la liberté religieuse, les membres du clergé restent des fonctionnaires. Les membres du clergé sont soumis à Bonaparte, ils doivent prêter serment à la République et à Bonaparte même. Bonaparte nomme ou contrôle la nomination des membres des 3 religions. Le préfet est le représentant du gouvernement dans le département, il est nommé par Bonaparte. Son rôle est d'assurer l'ordre dans le département et de faire régner la loi. Ses missions sont très vastes puisqu'il est responsable de la conscription, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'activité économique. La Légion d'honneur récompense les services rendus à l'État. C'est un des symboles du système méritocratique. Le Code civil défend la propriété, le droit du sol, la toute-puissance de l'homme dans le mariage et dans le divorce. Le lycée a une organisation très stricte, quasi militaire, le but étant de former des élites fidèles au nouveau régime. La presse est soumise au pouvoir politique, tous les écrits sont surveillés par les préfets et toute publication peut être soumise à censure. Grâce à ces agents, la police surveille étroitement la société et l'opinion publique, les bourgeois comme les catégories populaires. Vous l'avez compris, si certains acquis de la Révolution sont conservés, les libertés ne sont plus respectées. Bonaparte veut mettre en place un ensemble d'institutions et de réformes qui permettront d'établir une société d'ordre stable qui consolidera les acquis de la Révolution. Ce sont les masses de granit. Un point qui demeure important, c'est que Napoléon mène au point une politique de réconciliation nationale. La liberté de culte est garantie. Il rallie les catholiques à son régime. Il rappelle les nobles qui avaient émigré pendant la Révolution et leur offre des postes dans l'administration, tout en s'entourant également d'anciens révolutionnaires. Il réorganise les structures financières. En 1800, il crée la Banque de France, qui crée et diffuse la monnaie en France. En 1803, Bonaparte crée le franc germinal, qui connaît une grande stabilité et qui pose ainsi les conditions propices au relancement de l'activité économique. Le résultat est simple, stabilité politique, croissance économique et paix, le régime est populaire. Deuxième partie, le Premier Empire, la dictature en France, l'hégémonie en Europe, de 1804 à 1814-1815.
A. La trahison de la Révolution, la dictature napoléonienne. Napoléon Ier établit une dynastie, une cour impériale et une nouvelle noblesse héréditaire en 1808 qui est fondée sur les services qui sont rendus à l'État. Comme on l'a dit précédemment, la police surveille la population, procède à des arrestations des opposants et la justice est aux ordres de l'empereur qui édicte le code pénal en 1809. La propagande et la censure sont omniprésentes, les principes d'égalité et de liberté ne sont plus respectés. B. Napoléon à la conquête de l'Europe. Au début du 19e siècle, la France se trouvait être le pays le plus peuplé d'Europe, avec 28 millions d'habitants. En plus de ça, grâce au régime de la conscription, Napoléon réunit 1,5 million de soldats en seulement 10 ans. La conscription a été établie par la loi Jourdan. C'est un système de recrutement qui permet de recruter et d'enrôler dans l'armée chaque année tous les jeunes hommes qui ont le même âge. La Grande Armée, c'est le nom de l'armée napoléonienne, va être peu à peu complétée par des troupes étrangères venant des pays qui sont dominés par la France. La stratégie militaire de Napoléon, la qualité de ses officiers et la motivation des troupes françaises à répandre en Europe les idéaux de la Révolution assurent à la France une longue suite de victoires militaires. Ainsi, Napoléon va redessiner l'Europe. Après sa victoire contre l'Autriche et la Russie à Austerlitz en 1805, Austerlitz qu'on nomme la bataille des Trois Empereurs, l'empereur va obtenir la dissolution du Saint-Empire romain germanique et créer la Confédération du Rhin, qui réunit tous les États allemands sous sa protection. Après sa victoire contre la Russie en 1807, il va aussi créer le Grand-Duché de Varsovie, recréant ainsi un État polonais qui est allié. Napoléon peut aussi compter sur des États vassaux, à la tête desquels il place des membres de sa famille. C'est le cas en Italie, en Espagne ainsi qu'à Naples. Seuls les Anglois lui résistent. Il impose alors le blocus continental en 1806. Le concept, le système est assez simple, puisqu'il s'agit d'empêcher les Britanniques de vendre leurs produits sur tout le continent européen, donc de les ruiner et de les forcer à la capitulation. Pour mener à bien ce projet, Napoléon contrôle toutes les côtes de la Baltique à la Méditerranée, en occupant le Portugal en 1807, puis l'Espagne et les États du Pape en 1808. À son apogée en 1811, l'Empire français compte 132 départements et 45 millions d'habitants. De l'espoir aux désillusions et au rejet des Français. La Révolution, ses valeurs de liberté et d'égalité, ont d'abord suscité l'enthousiasme chez les peuples européens. Et les guerres depuis 1792 ont conduit à la création de républiques sœurs, qui combattent côte à côte et où la France est érigée en modèle. Napoléon diffuse dans les États vassaux et alliés les idées de la Révolution à travers le Code civil qui est imposé. Ça inclut par exemple la centralisation de l'administration, la suppression du servage et des privilèges, l'égalité devant la loi, ou encore le droit de propriété. Mais l'occupation française, qui se traduit par des réquisitions d'hommes, des impôts de plus en plus lourds et le pillage des ressources pour financer l'effort de guerre, devient de plus en plus pesant et conduit aux oppositions des États dominés. En plus de ça, si vous vous souvenez, il y a toujours le blocus continental qui avait été mis en place contre l'Angleterre et qui crée des difficultés économiques et qui donc alimente encore plus ce vent de révolte. Les Espagnols se soulèvent dès 1808 et pratiquent une guérilla terrible contre l'armée française. Les États allemands, dans le même temps, commencent à développer un sentiment national contre l'occupant français. De par le non-respect du blocus continental, la Russie rompt son alliance avec Napoléon, qui envahit alors le pays jusqu'à Moscou. Cependant, les Russes vont utiliser la politique de la terre brûlée, et l'armée doit se retirer au début de l'hiver. La politique de la terre brûlée, ça consiste en gros à détruire les vivres et les réserves de nourriture en même temps que la retraite, et comme ça l'assaillant va finir par en manquer. Et c'est exactement ce qui va arriver à l'armée française, puisqu'elle va finir sans vivres, assaillie par le froid et l'hiver russe, et aussi harcelée par l'armée russe, et c'est ce qui va conduire à la presque totale élimination de l'armée française. La Grande Armée est anéantie, avec au total 90% des 600 000 soldats qui trouveront la mort pendant la retraite de Russie. L'Europe entière se soulève alors contre Napoléon, la France est envahie, et Napoléon doit abdiquer en avril 1814, avant d'être exilé à l'île d'Elbe. Bon, il faut comprendre que dans tout ce qu'on a évoqué, il y avait de nombreuses anecdotes incroyables à raconter. On l'a pas fait parce que c'est pas franchement le sujet, et on peut pas non plus faire une vidéo d'1 heure. C'est ici que le programme du chapitre s'arrête, donc je me permettrai juste de vous dire une courte histoire avant de vous raconter la fin.
Le 26 février 1815, l'empereur s'évade de l'île d'Elbe et arrivera en France à Golfe-Juan, dans le but de reconquérir son trône. Évidemment, quand Louis XVIII apprend la nouvelle, il s'empresse d'envoyer des troupes pour le faire arrêter. Ainsi, le 7 mars, Napoléon fait face à un régiment envoyé par le roi. Les hommes de l'empereur déchu et les soldats du roi se font face, et c'est alors que Napoléon ordonne aux siens de baisser leurs fusils, et il s'avance à pied vers l'ennemi. Il dira alors cette phrase qui restait célèbre, « Soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, me voilà. » Et tout en parlant, il écarte son manteau et il présente sa chemise dénudée aux canons qui sont braqués sur lui. À cet instant, les soldats se mettent à crier « Vive l'empereur !» et brandissent à nouveau la cocarde tricolore, par opposition aux blancs unis de la royauté, et finalement, l'armée rejoint Napoléon. Voilà, je pensais qu'il était peut-être pas inintéressant de vous raconter cette anecdote, notamment parce que ça permet de mieux comprendre peut-être l'état d'esprit dans lequel ces hommes étaient alors, quelle emphase l'empereur avait su provoquer chez eux au cours du temps. Comme on le sait, cette période dite des 100 jours se soldera par une ultime défaite le 18 juin 1815 à Waterloo, et Napoléon sera alors exilé à Sainte-Hélène. Pour le restant de ses jours, l'héritage de Napoléon est ambivalent. Si 1 million de Français ont trouvé la mort pendant les guerres de l'Empire, il n'en a pas moins participé à construire la France que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a en fin de compte très peu de domaines publics où on ne trouve aucune trace du passage de Bonaparte. L'éducation, avec le baccalauréat, l'économie, avec la Banque de France, bon évidemment il y a la Légion d'honneur, mais pour ce que ça vaut maintenant, et la justice, puisqu'il y a le Code civil, la Cour d'appel et la Cour de cassation, l'architecture, on a les 2 arcs de triomphe, place de l'Étoile et du Carrousel, et la colonne Vendôme. Même jusqu'à l'organisation urbaine, avec la numérotation des rues. Bref, quelle que soit la vie que l'on porte sur l'homme, personne ne peut nier son importance au sein de l'histoire et de la construction de la France. Voilà, on espère que cette vidéo aura pu vous aider, on souhaite courage à tous ceux qui galèrent avec les réformes du bac, et à bientôt sur YouTube. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours.